les seuls responsables, c'est les politiques. Les politiques, c'est des politiques criminels, peu importe de quel parti ils viennent. Pour moi, je les mets tous dans le même sac. Alors que derrière ça, il y a des gens qui sont bons sûrement, qui ont plein de beaux projets, mais c'est le système qui rend les choses impossibles. Donc c'est le système qu'il faut changer. Et s'il faut passer par les gros tracteurs et par les blocages, c'est malheureux à dire, mais voilà, il faudra le faire. J'aime pas parce que je préférais que ça passe par quelque chose de beaucoup plus calme. Le problème, c'est que on attend toujours le grand jour ou le grand soir. Il vient pas. Il vient pas. Ouais. On est d'accord, hein, quand même. Ouais. Il vient pas. Plutôt que parler des politiques, parlons des poireaux, on peut. C'est plus intéressant, non? Nous sommes à la ferme Arc-en-Ciel. On va aller au bout des problèmes. On va prendre les problèmes à leurs racines, c'est le cas de le dire, puisqu'on est chez Serge Perbaum, maraîcher, paysan maraîcher, avec aussi Grégory Henry, maraîcher aussi, autre chose. Paysan maraîcher, j'aime bien. Paysan maraîcher aussi. Et on va aller au fond des problèmes parce qu'il faut comprendre ce qui se passe avec le monde agricole, comme on dit dans les grands médias, avec la terre, avec la vie, avec ceux qui nous font vivre. Qu'est-ce qui se passe avec une situation qui s'aggrave, bien que Grégory nous dit aussi que les gens commencent à... Il y a quelque chose qui se passe. Je pense aussi que les gens se réveillent. Alors tu me parlais tout à l'heure, je suis paysan, paysanne. Nous sommes tous paysans, tu me disais. Alors que, je ne sais pas si c'est que dans les villes, mais tu te souviens qu'à l'époque, et encore maintenant, paysan était devenu une insulte. Parce que c'est un paysan, alors que c'est un des plus beaux pays, un des plus beaux pays, un des plus beaux métiers du monde. Je suis paysanne, nous sommes tous paysans, Serge. Oui, exactement. En fait, nos grands-parents étaient paysans, cultivaient la terre, donc ils faisaient leur jardin pour se nourrir, ils avaient des poules, un cochon, ils avaient un métier à l'extérieur. Par exemple, le papa de ma belle-mère, il était garde champêtre, mais donc il avait une petite ferme, il avait quelques vaches, un cochon, une poule ou l'autre, un jardin, et voilà. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans les pays de l'Est, parce que j'ai de la famille en Slovaquie, il y a très peu de temps encore, ils avaient leur cochon malgré qu'ils travaillaient. Ils ont encore leur potager et tout ça depuis l'entrée dans l'Europe disparaît. Et d'ailleurs c'est interdit d'avoir son cochon maintenant en Slovaquie chez soi. Il faut passer par le cochon, notamment polonais, avec il faut voir ce film qui s'appelle Pig Business, l'horreur de l'élevage industriel de cochons. Et maintenant donc on ne peut plus, c'est dangereux d'élever son cochon soi-même, de le tuer. Il le tuait. J'ai même participé à ça encore dans un rituel. Tu te lèves à 5h du matin et tu tues dans le respect de la bête. Le cochon, évidemment, les végétariens, les autres, nous jeterons l'opprobre, mais voilà, tu es aussi, pour t'en parler tout à l'heure, les animaux dans un respect de la bête, mais aussi revenir à une alimentation carnée raisonnable. Exactement. On mange trop de viande. Ça prend trop d'espace. Ça prend trop d'espace. Énergétiquement, c'est surtout ça. C'est la catastrophe. Mais comme je disais, l'agriculture est devenue économique, comme tout en fait, et c'est là que le problème... C'est devenu du business. C'est devenu du business. Et donc l'âme paysanne, c'est nourrir la terre et nourrir les gens. Se nourrir. Il peut y avoir un échange économique. En soi, l'économie n'est pas mauvaise. C'est le système capitaliste actuel qui est devenu malsain et destructeur et criminel. Ça ne doit pas être l'objectif. Ça ne doit pas être l'objectif. Voilà. Donc on peut échanger. Et d'ailleurs, aux Nations Unies, il y a eu un long combat. Tu montrais ça tout à l'heure. Une déclaration des droits des paysans de l'ONU. Voilà, exactement. Qui n'est pas coercitif, qui n'est pas contraignant. Voilà. Mais normalement, les États membres des Nations Unies sont obligés quelque part, même si... Et c'est quoi cette c'est une déclaration qui a été écrite et poussée par la Via Campesina. Ouais. C'est un long combat, plusieurs d'années. D'Amérique latine. Oui, de tous les paysans du monde. En fait, la Via Campesina, c'est 200 millions de paysans. Dans le monde. Ils ont du pouvoir. Le MAP fait partie, la FUGEA fait partie, enfin tous nos petits syndicats en Belgique font partie, et en France, la Confédération paysanne, tous ces petits mouvements, on ne représente pas grand monde, on est membre de la Via Campesina et on représente vraiment un grand nombre de paysans. Et donc ils ont su arriver à faire passer donc, cette déclaration des droits des paysans. Et dans la définition, c'est très clair, le paysan, c'est celui ou celle qui va produire de la nourriture. Il peut y avoir un échange économique, bien sûr, mais ce n'est pas la dimension première.
c'est d'abord produire de la nourriture pour se nourrir. Ouais, la Via Campesina est un mouvement populaire international qui défend l'agriculture durable à petite échelle afin de promouvoir la justice sociale et la dignité. Elle rassemble des millions de paysans, de moyens producteurs, d'agriculteurs, de sans-terre, d'autochtones, de migrants, de travailleurs agricoles et de jeunes à travers le monde. L'aspect durable et à petite échelle, c'est inévitable en fait. Au-delà d'un certain surface de terre, on n'est plus dans la production pour comme tu dis, pour nourrir l'être humain, quoi. On est dans le business et ce que fait la PAC d'ailleurs, hein. Je pense qu'ils payent pour les terres laissées en jachère, c'est bien ça, hein. Ou des cultures, carrément. Des cultures aussi. Pour laisser crever les... Un agriculteur à côté de chez moi qui est français, il m'explique que normalement il produit il gagne 370 € par hectare par an avec le blé, et la PAC lui donnerait apparemment, si j'ai bien compris, plus ou moins 2000 € par an par hectare pour laisser pourrir le blé. Pour laisser pourrir le blé. Alors le prétexte c'est l'environnement et les oiseaux. Ils ont récupéré ça, ils disent maintenant il faut cultiver des céréales pour les oiseaux. Et donc tu ne peux pas récolter et tu reçois des primes. Je discutais avec un paysan en Suisse, c'est la même chose. Donc la Suisse aussi est entrée dans ce système-là, où donc les paysans reçoivent des primes s'ils laissent le blé aux oiseaux. Et après on fait venir du blé de l'Ukraine. C'est ça, de l'Ukraine. Oui, donc ces primes, c'est un piège pour orienter l'agriculture dans le sens que veulent la Commission européenne, donc l'agrobusiness. C'est totalement un piège. Acceptez les primes, sinon vous crevez, et faites ce qu'on vous dit de faire. Mais comment on sort de ça, quoi? Comment on sort de ça? Ne plus rentrer dans le jeu des primes. Donc refuser les primes. Mais comment les agriculteurs qu'on a vus l'autre fois, par exemple, à l'émission, qui avaient plusieurs hectares et qui produisaient des céréales, comment il fait pour sortir de ça? Est-ce qu'il y a un moyen, Grégory, Serge, mets-toi à sa place. D'ailleurs, tu t'es un peu découvert ces derniers mois, tu t'es dit, en fait, tu étais beaucoup plus critique vis-à-vis de ceux qui sont tombés dans le système, et maintenant tu dis, merde, je les comprends en fait, ils sont tombés dans un truc, ils sont tombés dans la marmite. C'est ce qu'on m'a expliqué, je ne veux pas les critiquer, mais c'est pas évident quand tu possèdes 200 hectares de père en fils, et que c'est vrai qu'il y a un blocage là-dessus. Ils ne veulent pas lâcher leur terre, c'est normal, je ferais peut-être la même chose, mais là il y a un problème, parce que si ces gens qui ont 200 hectares font de la monoculture et produisent du blé ou des betteraves pour le sucre ou des biocarburants, le problème c'est qu'en fait, d'accord, ils essaient de gagner leur vie, je le comprends, ils ont leurs tracteurs, ils sont tombés aussi, après la Seconde Guerre mondiale, dans toute cette manipulation. L'endettement, l'achat de machines. Voilà, exactement. Et ils sont bloqués dans un truc, quoi. Oui, après, ce qui est paradoxal, c'est que leurs terres, elles prennent de la valeur, ils ont des patrimoines qui sont incroyables, ils ont des fermes énormes. Certains deviennent constructibles, mais c'est le cas de Louvain-la-Neuve. Ils gagnent des quand paysans même sont millionnaires. Pas trop mal leur vie, mais c'est vrai qu'on en voit plein, même je crois à Multiversité Populaire, on voit bien la souffrance qu'ils vivent. Mais en même temps, ils sont aussi assis sur des patrimoines qui sont énormes. Et c'est vrai que si ils continuent à faire de la monoculture en pulvérisant à fond les manettes, on est quand même dans un non-sens aussi. Moi, j'ai quand même l'impression, encore si je dois parler franchement de ce que je pense au fond de moi, je vais le dire, c'est que tant qu'il y aura, pour moi je pense, ces énormes propriétaires terriens qui font de la monoculture, les choses risquent pas de bouger, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être aller vers une diversification de la production, je pense, et ouvrir le panel des horizons, eux, par rapport à leurs activités. J'ai souvent cet exemple de mon ami qui avait des vaches, qui avait 50 ou 100 hectares à lui, plus 100 hectares en Champagne-Ardenne de ses voisins. Il est passé au chanvre. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais ils sont plusieurs maintenant en Champagne-Ardenne à faire ça. Et ils font du chanvre alimentaire, ils font du chanvre de l'huile, ils font de la farine, ils font des produits pour la santé. Donc tu veux dire qu'il y a c'est possible de passer d'une grande exploitation familiale à une sorte de coopérative, donc c'est possible de le faire. J'en connais plusieurs. C'est possible de le faire. On pourrait même aller les visiter, je pourrais les contacter, on pourrait aller les voir en Champagne-Ardenne. Et ils ont diversifié leurs activités, ils ont laissé tomber les vaches, ils ont vendu les machines, ils ont laissé tomber le tracteur qui pulvérisait avant des produits chimiques. Donc ils ont créé de l'emploi aussi. Aussi, et ils ont l'air heureux. Alors c'est pas toujours facile. À un moment, leur famille, leurs amis agriculteurs qui avaient tous 50, 100 hectares, ils disaient l'autre fois, ils disaient ouais mais qu'est-ce que tu fais avec ton chanvre à la con? Et maintenant, ils veulent tous planter du chanvre et ils proposent leur terre pour planter du chanvre parce que déjà, ça régénère la terre, le chanvre. C'est une plante incroyable qu'on a oubliée.
Et il y a une multitude de débouchés par rapport au champ. Je ne vais même pas parler de l'isolation, je ne vais même pas parler des vêtements. Bon, le tissu, ça on sait plus le faire parce qu'on n'a plus les machines, mais ils ont diversifié leurs activités. Il y en a qui font de la pédagogie, comme Serge aussi. Il y en a qui font des... Ferme-école. Ferme-école, etc. Il faut ouvrir le panel des horizons, je pense, quoi. Alors c'est vrai que si on veut rester dans une monoculture, pour nourrir les bêtes, comme disait Serge, on devrait aussi manger moins de viande. Puisque la viande, 50% est gaspillée quand on fait les statistiques. Et ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de terre, beaucoup de... Quand je me promène dans les campagnes et que je vois des pâtures à perte de vue, et qu'on est le 3e pays le plus gros importateur d'alimentation, je me dis, mais c'est quoi le truc quoi. Un jour, j'ai eu un flash comme ça, je me promenais dans les campagnes avec des amis, je dis, regardez, imaginez tous ces champs si c'était toutes des micro-fermes en permaculture. Le bonheur que ça amènerait, la vie que ça amènerait, la biodiversité que ça amènerait. Bon, moi, je suis rêveur de la permaculture, donc voilà, je le fais quand même aussi. On régénère de la terre, on régénère des sols, on recrée des espaces, on plante des arbres, on plante des fleurs, des fruitiers. Et quand tu viendras chez moi, tu verras en été, même ici, c'est des paradis, quoi. C'est pas des... Ah, voilà. Mais il y a... Ouais, justement. C'est un long débat. Serge. Ouais. Parle. Eh bien, les céréales, donc en fait, mon beau-père Rudolf, il a toujours fait ça. Donc c'est une méthode qui se base notamment sur les recherches de Marc Bonfils en France. Et donc les céréales, en fait, elles talent. Donc le talage, en fait, à partir d'une graine, une graine va donner plusieurs tiges et plusieurs épis. Donc à partir d'une graine, comme ceci, on va avoir un épi avec plusieurs graines dedans. Et quand on voit à partir d'une graine avoir jusqu'à 100 tiges et 100 épis, c'est formidable. Donc les rendements sont meilleurs ou identiques au conventionnel, mais il faut écarter chaque graine à 50 cm. Que dans les champs classiques, les graines sont semées très serrées, elles font une tige parce qu'elles n'ont pas la place pour taler, une tige avec un seul épi. Donc cette méthode-là, on couvre le sol avec du trèfle aussi, une légumineuse pour apporter de l'azote naturel, parce que la légumineuse va fixer l'azote de l'air dans le sol. C'est des méthodes en fait. C'est des méthodes ancestrales en fait. C'est des méthodes ancestrales. Donc tout est là pour se nourrir. Donc on va parler de souveraineté alimentaire. Et quand je parlais de plus de 200 000 maraîchers et maraîchères qui pourraient nourrir la Belgique en légumes, les céréales, c'est la même chose, on peut le faire. En le faisant à la main, comme nous on le fait. Si on fait des plus grandes surfaces, à la main c'est plus possible, mais on peut travailler avec des animaux, avec les chevaux, avec les bœufs, avec les ânes, c'est formidable, on a une relation avec l'animal. Ouais, c'est autre chose que de monter dans son tracteur, quoi. Voilà, exactement. Et là aussi, et je ne jette pas la pierre aux fermiers, aux agriculteurs, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je pense qu'ils ont été victimes. Ils se sont bien fait avoir. Ils se sont bien fait avoir. Et on continue à se laisser avoir, parce qu'après-guerre, ils nous ont dit la mécanisation, ça va résoudre tout, vous aurez moins de travail. Le travail était dur. Hein. Je ne dis pas que la mécanisation, au départ, elle était bien, hein, mais elle a complètement dévié. Et maintenant, ils sont en train de nous refaire la même chose avec les drones, l'agriculture dite intelligente, avec les nouveaux OGM. Avec les pesticides, tout est là pour nous aider à aller mieux, et ça va de moins en moins bien. Et pour l'agriculteur qui est endetté, qui va se suicider, parce qu'on a beaucoup qui se suicident, qui maltraite la terre parce que qui maltraite sa santé à lui en mettant des produits chimiques et celle de ceux qui mangent ces produits. Et donc voilà, ils sont victimes d'un système qui les rend esclaves. Comme je disais, le paysan a toujours été esclave et on est toujours esclave. Donc il faut sortir de ce système, il faut revenir à des groupes plus petits, ou le maraîcher, ou celui qui fait les céréales, ou les animaux, à taille humaine en fait. Et avoir des échanges avec ceux qui nous nourrissent. Mais tu expliquais en off tout à l'heure que tu parlais de ce livre Reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan, que la volonté, en tout cas en France, donc en Europe, était de réduire drastiquement le nombre de paysans, de passer de... En France, plus de 400 000 agriculteurs qui restent. À 200 000. Ils veulent encore diminuer. Donc ils veulent concentrer les terres. Voilà, concentrer les terres et alors se servir de toute cette agriculture dite intelligente. Et quand on dit « ils », c'est qui? Les politiques C'est les politiques corrompues par les multinationales. Parce que évidemment l'intérêt, il est économique. Ce qui ne nous arrange pas pour notre santé, pour le bien-être de la planète, ça arrange évidemment ceux qui produisent toutes ces machines
ces engrais, ces pesticides, ces nouveaux OGM, eux, ils s'en mettent plein les poches. Ouais, donc, deux questions. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de ceux-là en haut, hein, je pose souvent la question. Et deuxième question, est-ce que ceux qui sont dans l'agrobusiness, est-ce que c'est possible de parler avec eux? Je pense qu'on peut à l'ère Covid, les médecins qui avaient un autre discours que le discours mainstream, dominant, de politique et des médias, c'était un peu compliqué de parler avec les autres médecins. On voit ce qui se passe d'ailleurs avec l'ordre des médecins. Si pas impossible. Est-ce que c'est possible de parler avec ceux qui sont pris dans une logique d'agrobusiness? On a vu d'ailleurs à Bruxelles qu'il y avait des gens tout à fait de milieux différents. C'est aussi marrant, entre guillemets, la symbolique du tracteur. Bon, ils ont du pouvoir avec ça, mais ils sont tous avec leur tracteur qui rembourse, qui est des trucs à des 250 000 euros, on m'a dit, hein, des trucs incroyables comme prix, le prix d'une maison. Est-ce qu'il y a moyen de parler avec eux? Est-ce qu'il y a moyen de faire un modèle où on se relie, parce qu'il va falloir bosser avec eux, quoi. Il va falloir faire quelque chose avec eux, ou bien... Tu parles des agriculteurs ou des multinationales qui dirigent? Non, des multinationales, à mon avis, mais les agriculteurs qui sont victimes de ce système, qui sont le plus victimes de ce système, qui sont le plus dedans, avec ceux dont on parlait avant, qui ont des 100, 200 hectares. Il y en a certains avec qui le dialogue il est complètement fermé, mais je remarque quand même qu'à force de discussions, je parle encore de gros agriculteurs qui est du côté de chez moi, qui me disent carrément, moi le bio j'y crois pas. Comme ça ils me disent, ils ont 200 hectares, ils me disent moi le bio j'y crois pas, mais ils ont tous les deux un boulot en plus de leurs 200 hectares pour s'en sortir. Mais il me dit, et dernièrement je dis écoute on va aller boire un pot ensemble, on va manger un bout, on va boire un bon coup, et il me dit ouais moi j'aime bien parler avec toi, et ce qui est complètement dingue c'est que moi j'ai des enfants de gros agriculteurs qui viennent chez moi, et qui me disent moi je veux devenir agriculteur mais comme toi, pas comme mon papa. Oh, bam, la gifle. Alors je vois le papa qui me regarde, moi je suis tout blanc, je suis tout rouge. Mais il y a un échange qui se fait aussi entre nous, parce que je vais pas mentir, moi en permaculture, si j'ai pas la paille qui vient des gros agriculteurs qui ont cette paille à leur machine, ben moi je fais de la permaculture avec des bâches en plastique, quoi, en fait. Donc il y a aussi un paradoxe dans ce que je fais et que j'essaie de transformer, mais je me rends compte qu'il y a un échange qui est possible, qu'il y a une interaction qui est possible. Moi je leur file des caisses de légumes, et ils me filent de la paille. C'est parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce que s'il y avait plusieurs petits, ben, il y aurait des échanges. Un ferait des céréales avec de la paille, et en fait on dépend du système actuel parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc comme je dis, il faut changer complètement le système politique, le système économique. Il faut revenir à recréer des liens entre les gens. En fait, notre système est arrivé à diviser pour mieux régner. C'est toujours le même adage. Et ça fonctionne, hélas. Parce que le fait qu'on se remette ensemble, c'est ce qu'on fait avec le système participatif d'une garantie, hein, ce fameux contre-label, je dirais. Parce que ce n'est pas un label, c'est un système qui va se donner une garantie, mais par la participation citoyenne et paysanne. Et donc, en remettant les gens ensemble, on va comprendre les choses. Et on ne va pas fustiger le producteur parce qu'il fait des erreurs, personne n'est pas... Mais on va essayer de comprendre pourquoi il le fait. Et est-ce qu'il existe des solutions? Et souvent, il en existe. Et bien alors, si elles existent, mettons-les en place. Qu'un label qui va sanctionner, ou l'AFSCA qui va sanctionner parce que tu ne respectes pas des normes, ça n'a pas de sens. Il faut arriver à comprendre les réalités, et pour ça, il faut revenir à une échelle humaine, et alors, non plus sanctionner, mais avancer, s'améliorer, viser un idéal, l'idéal agroécologique, et y arriver petit à petit. Et les normes, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas exister, mais les normes sont faites normalement, devraient être faites pour l'industrie. Et pas par l'industrie, puisque actuellement elles sont faites par l'industrie. Et les petits, c'est eux qui morflent. Donc il y a plein de choses à changer. Il y a plein de choses à changer. Alors, tu peux t'unir avec tous les autres agriculteurs conscients, mais en attendant, si les règles qui viennent de dessus te contraignent et que tu as un contrôle de l'AFSCA qui descend chez toi, tu as beau être uni avec les autres, à moins de les appeler pour qu'ils viennent t'aider. Il ne faut pas les laisser rentrer. Donc il faut... L'AFSCA n'a pas sa raison d'être de mettre son pied dans une ferme, dans une petite ferme paysanne. Mais pour ça, il faut être à plusieurs pour se défendre et leur dire, mais vous êtes là, c'est nécessaire, mais pas chez nous. Allez voir ce qui se passe dans l'industrie. Les vrais pollueurs, c'est l'industrie. Ouais, d'ailleurs, toutes les crises alimentaires, la vache folle, les poulets à dioxine, les pestes aviaires, et j'en passe, tout ça c'est né dans l'industrie. Et c'est les petits qu'on a éliminés. Vous pensez que ça peut changer vite si les bonnes décisions sont prises? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait, comme revendication maintenant, qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce qui peut faire
que ça changerait rapidement, que ce serait favorable, qu'il y aurait plus de suicides d'agriculteurs, contrer cette volonté de les réduire, en sachant que tu dis qu'ils passent en France de 400 000 à 200 000, mais qu'à l'époque, c'était 80-90% des gens qui étaient agriculteurs. Hein. C'est pas 100% si on prend. En France, il faudrait 1 million de paysans. 1 million au moins. Il en faudrait au moins 1 million pour nourrir toute la population. Chez nous, comme le pays est plus petit, c'est moins. Donc c'est un lien avec l'enseignement aussi. Voilà. Mais les politiques sont capables, on l'a vu avec le Covid, ils peuvent arrêter, ils peuvent aller très vite. Arrêter tout, ils peuvent faire beaucoup de choses. Bon là, ils ont fait plein de conneries, comme souvent, Ouais. mais ils pourraient très bien dire, on remet les gens au travail. D'ailleurs, c'est eux qui devraient, comme je disais ce matin, d'abord se remettre au travail aussi, vraiment, qui descendent leur tour d'ivoire, qui mettent leurs mains dans la terre, et ils seront beaucoup plus heureux, parce qu'on est heureux, on fait un métier extraordinaire. C'est bien plus qu'un métier, comme je disais. Ouais, mais il faut remettre ses mains dans la terre, être en contact avec la nature, avec la vie, et nourrir la terre et les gens. Et c'est important. pour ça qu'on est heureux. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Et si le politique ne le fait pas, on peut le faire sans lui, mais ça faudra prend le du faire. temps. C'est important ce que tu dis avec le Covid, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que du jour au lendemain, ils peuvent prendre des décisions. Du jour au lendemain, ils peuvent donner 50 milliards à l'Ukraine. Donc ceux qui disent, et c'est ce qu'ils ont dit le lendemain des rassemblements en Belgique, à Bruxelles, ils ont dit, dans certains journaux parlaient, la plupart, c'est compliqué l'agriculture, c'est compliqué de prendre des décisions, mais en fait, s'ils écoutaient les agriculteurs, ils pourraient aller très vite. Pour répondre à ta question, si déjà on pouvait mettre la lumière sur ces intérêts gouvernementaux avec les multinationales, ce qui est déjà en train de sortir un peu pour l'instant, ce serait déjà une bonne chose, parce que alors là peut-être les politiques se dirigeraient un peu plus vers nous que vers les multinationales où il y a des intérêts économiques qui sont clairs. Un ami m'avait dit dans les solutions, que j'avais tout noté dans mon agenda l'autre fois pour ton interview, déjà qui taxe plus les produits qui viennent du bout du monde, comme tu l'as bien dit, Serge il dit tout, je vais te répéter, mais de plus taxer les produits qui viennent du bout du monde et favoriser le développement des produits locaux. Philippe Genet, mon ami qui était venu aussi, qu'on va réinterviewer. On l'a interviewé l'autre fois, qu'on va peut-être retourner. Il avait fait une liste comme ça de toutes les lois contraignantes par rapport à son activité. J'ai les documents. Et 2 pages complètes de mesures contraignantes par rapport à ça. Alors après, comme disait Serge, Ordo apt chaos, le contrôle par le chaos, divide and conquer, mais surtout divide and conquer, ils font ça depuis des milliers d'années. Diviser pour régner. Et je suis vraiment convaincu, comme mon ami Feu Luc Le Pomme le disait, ami Kiriko, là, qui tu viens de parler, le réseau. Le réseau, c'est vraiment important. Il faut qu'on soit plus soudés, il faut qu'on se rassemble, qu'on en parle, qu'on trouve des solutions et qu'on s'entraide entre nous. Comme les vraies valeurs du communisme, à la base, c'était mettre tous les outils en commun pour après se partager le résultat. Les vraies valeurs du communisme qui ont été complètement déformées. Mais ensuite, nous, diversifier nos activités, à produire, être le plus possible de producteurs. Est-ce que Viacom Pessina suffit pour ça, pour se relier? Ou est-ce qu'il faut encore faire quelque chose? C'est déjà pas mal. Ben oui, c'est un gros mouvement, et voilà, mais le mouvement il commence chez nous. C'est retisser des liens avec les paysans, avec ceux qui nous nourrissent, comprendre leur réalité, venir mettre les mains dans la terre avec eux de temps en temps, parce que chacun ne peut pas le faire à plein temps, c'est normal, mais comprendre les réalités. C'est ce qu'on fait donc avec le SPG. C'est se dire, on essaie de comprendre, d'accompagner, et on crée des réseaux pour être le plus autonome possible. Et au plus on sera, comme je disais, avec la paille, avec tout, au plus on sera nombreux, au plus l'autonomie, elle revient. Est-ce que les revendications des agriculteurs ne sont pas sabotées aussi par des syndicats qui sont souvent, comme tu es chemise avec le pouvoir? On a entendu Place de Luxembourg, rien, en fait. Il n'y a pas eu de discours. Il y a peu de discours, gens on se dit waouh! Ah, là il a tout dit. Hein. On reprendrait tout ce qu'on est en train de dire et quelqu'un prend un discours, un tribun. Nous on n'a pas entendu parce qu'on était en train de faire il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des prises de parole de la intéressantes. Okay. Avec Mpessina et du MAP et de la Fugina. Okay. Donc ils ont quand même pu parler. Il y avait pas, quand on regarde bien, il n'y avait pas tellement de gens Place du Luxembourg. Il n'y avait pas tellement de gens. Il y avait les mecs en tracteur et puis le peuple il était où? Le peuple qui nous soutient en se disant il était où? Et c'est bien beau de lever le poing quand on passe en tracteur, puis après ils vont tous faire les courses. Ils achetaient du papier cul. Non, ça c'est pour le Covid. Ils avaient peur qu'il n'y ait plus rien, ils étaient au gros de surface. Moi c'est ce qui me tue aussi, c'est que j'ai même ça dans mon entourage. J'ai plein d'amis et de frères, de familles hyper conscients à qui on parle, on refait le monde, oui, blabla, là. J'ai dit, tu fais tes courses où?
Ah ouais, mais j'ai pris des poireaux chez Aldi, j'avais pas le temps, nanana. Et en fait, je me rends compte que tous mes frères et sœurs autour de moi, bah beaucoup, pas tous, j'exagère, mais beaucoup de gens autour de moi, au final, ils vont faire leurs courses dans les grands magasins. Et alors, c'est vrai qu'il y a aussi un problème aussi maintenant économique avec l'inflation, et un problème de temps. Parce que tout le monde travaille à fond les manettes, et qu'on manque de temps pour aller faire des bonnes courses à la coopérative, ou d'aller chez le producteur lui-même. Mais à l'époque, moi, j'ai trouvé le temps de le faire, parce qu'on pense toujours que c'est plus cher d'acheter bio. Bio grand magasin, bio Union Européenne, on est d'accord, c'est pas du vrai bio tout le temps. Mais à l'époque où moi j'ai commencé, il y a 10-12 ans, d'aller faire mes courses chez les producteurs, j'allais à la ferme Barré à Balâtre, ou ici, pour 100 balles, ma voiture était remplie. Remplie de tout, j'avais tout ce qu'il fallait pour ma semaine, et bien plus encore. Les farines bio, de la viande, des œufs, du beurre, du pain, des carottes. Pour 100 balles, j'avais ma voiture remplie. À l'époque, on disait, ouais, non, c'est hors de prix. Mais si on va chez le producteur, il y a moyen d'avoir des bons prix. Mais après, ça demande une certaine organisation. Chose que les gens manquent de temps, les gens sont stressés, ils ont des enfants, ils ont du boulot, ils ont plein de factures à payer. Il y a un système qui opprime aussi, qui oppresse. Avant le Covid, j'avais plein de gens qui venaient chercher des légumes chez moi. Après le Covid, ça s'est divisé par... Et de nouveau, je reviens, le système nous a bien eu. Nos grands-parents qui travaillaient dur, il n'y avait pas les machines à laver, il n'y avait pas les tracteurs où c'était le début, mais voilà. Donc ils travaillaient dur. Je ne dis pas que la vie autrefois était plus simple, c'est vrai que les gens travaillaient dur. Ah ouais. Mais les femmes s'occupaient du linge, il n'y avait pas les machines, il y avait les enfants, le raccommodage, le jardin, les confitures, et elles arrivaient à le faire. Alors c'était dur, ok. Et maintenant, on a tous les robots, les machines à laver, les ordinateurs, les voitures, tout ce qui est fait pour nous faire gagner du temps. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Et les gens, ils n'ont plus le temps. On dit quelque chose que je ne comprends pas là. Mais en fait, on n'a plus le temps parce qu'on doit trimer de plus en plus pour payer tout ce confort. Et donc, j'ai rien contre ce confort, mais partageons ces outils, remettons-nous à disposition et pas chacun. C'est l'accélération du nom Le citoyen doit aussi se réveiller. Tout s'accélère, on a de moins en moins de temps. Si le citoyen il veut manger des tomates en hiver et des fraises en hiver, les multinationales, elles se gavent parce que voilà, la demande, elle est là. Et il y a l'obsolescence en plus. Donc tout est fabriqué pour qu'à un moment donné, il y ait une durée de vie limitée, comme ça tu es obligé de continuer à travailler. On ne répare plus, on jette et on rachète du nouveau. Donc eux, ils s'en mettent plein les poches, mais toi, tu deviens esclave. Je disais que les paysans étaient des esclaves, mais en fait, on est tous esclaves. On est esclaves d'un système qui nous rend complètement dépendants. Donc il faut sortir, redevenir autonome. Pour sa nourriture, pour ses vêtements, mais ça il faut le faire à plusieurs. Est-ce qu'on peut espérer, parce que le 26, donc 26 février, les agriculteurs seront de nouveau à Bruxelles, ils vont revenir après aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se faire? Parce qu'ils ont une force de frappe immense. Plus que les Gilets jaunes, ils ont leurs tracteurs, ils pourraient boucher tout Bruxelles. C'est pas des idées qu'on donne, de ne pas se mettre au même endroit. Ne pas obéir aux injonctions de Clause et du ministère de l'Intérieur, il pourrait faire des dégâts, des dégâts en termes de mobilité. Le problème, c'est qu'en fait, on est dans un système où c'est les rapports de force qui comptent. Et c'est clair que ces agriculteurs-là, avec leurs grosses machines, quelque part, on a besoin d'eux si on veut changer le système. Soit les politiques sont intelligentes et on remet tout à zéro et on construit alors que les solutions, elles existent, sans aucune pression forte, mais je doute que pour l'instant les politiques sont prêts à changer les choses. Alors qu'il y a urgence. Pour moi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut changer, c'était hier. Aujourd'hui, c'est déjà un peu tard. Là, il faut encore le faire. Et donc, malheureusement, c'est le rapport de force qui compte. Et donc, on l'a vu en France aussi, avec des gros tracteurs, ils arrivent à faire plein de choses. Je ne sais pas s'il faut en arriver là, mais apparemment, oui, c'est dommage. C'est toujours la force qui fait gagner les choses. Mais nous, d'ailleurs au manif au mois de février et lundi prochain la même chose, il y a eu un moment festif. Ça c'est pour dire aussi que voilà, on est paysans et on est contre la violence et on peut aussi, on nourrit les gens et on peut passer des moments où on fait la fête, où on est content d'être là, même si on est triste d'être là parce que quand je disais un maraîcher gagne 400 € par mois, voilà, c'est dur quoi, donc il n'est pas là pour s'amuser. C'est honteux, c'est dur et c'est indécent. C'est indécent, mais en même temps on peut être là pour être là et faire la fête ensemble et on mange un bout et on chante et voilà, pour montrer aussi que c'est ça la vie quoi. Même si c'est dur, on a des vidéos, mais on peut s'amuser aussi. Et en fait, pour moi, les seuls responsables, c'est les politiques. Les politiques, c'est des politiques criminels, peu importe de quel parti ils viennent.
pour moi, je les mets tous dans le même sac. Alors que derrière ça, il y a des gens qui sont bons sûrement, qui ont plein de beaux projets, mais c'est le système qui rend les choses impossibles. Donc c'est le système qu'il faut changer. Et s'il faut passer par les gros tracteurs et par les blocages, c'est malheureux à dire, mais voilà, il faudra le faire. J'aime pas parce que je préférais que ça passe par quelque chose de beaucoup plus calme. Le problème, c'est que on attend toujours le grand jour ou le grand soir. Il vient pas. Il vient pas. Ouais. On est d'accord, hein, quand même. Ouais. Il vient pas. Plutôt que parler des politiques, parlons des poireaux, on peut. C'est plus intéressant. Hein, on a des poireaux ici. Les poireaux, voilà, ils sont tous. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a qui sont abîmés. En plus, avec l'humidité depuis l'automne, il y a beaucoup de dégâts, donc il y a beaucoup de feuilles extérieures qui sont pourries. Voilà, mais ils sont bons. Quand on les épluche, on pleure. Hein. C'est comme l'oignon, c'est la famille de l'oignon. Un vrai oignon, quand tu l'épluches, tu pleures. Les oignons du magasin, tu pleures pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que, en fait, quand c'est de la qualité. Quel légume fantastique le poireau. On mange tout. On mange tout. Il faut savoir qu'on ne jette pas les fans de poireaux. On en fait de la soupe surtout. Hein. Je ne vois pas qu'on dire. Moi, tu les manges crus, mais c'est pas très bon. Même avec de la mayonnaise. On mange les fans de poireaux. On mange les fans des carottes qui sont encore meilleures, je trouve. Et le poireau est un légume incroyable, je trouve. Ce petit goût sucré. Alors, on parlait du prix tout à l'heure, parce que certains disent oh, c'est plus cher. Mais là, il y a des chicons, on ira les voir tout à l'heure. Tu nous expliqueras qu'on les plante d'abord dehors, en terre, et puis qu'on les met ici. Et en fait, on se rend compte que c'est normal que ce soit 5 € le kilo, quoi. Au moins, ou 4 € le kilo, chez un producteur bio, maraîcher, parce que c'est une place dingue, un boulot de fou. Et que quand on prend 1 kilo de chicon, ça prend la place, quoi. Dans une caisse, je sais pas avec une caisse combien de kilos tu fais. Tu nous montreras, mais... C'est dur tout ça, hein. Oui, mais c'est bien de le mettre en lumière. Merci à toi d'être là justement pour décortiquer tout ça, parce que c'est important, les gens sont un peu égarés par rapport à tout ça, ils ne comprennent pas très bien, il y a tellement de manipulation derrière tout ça. Mais c'est important, on en parle, et il n'y en a pas tant que ça qui en parle, quoique là, ils sont en train de faire un peu plus de remous. Donc vraiment merci à toi Serge pour ton œil très avisé. Et ça fait plaisir justement d'être là et de décortiquer tout ça. Ça va peut-être permettre aux gens d'y voir un petit peu plus clair. Et si certains politiques tombent là-dessus, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'à un moment, eux aussi ils mangent de la merde en fait. Et leur santé ne doit pas être meilleure que d'autres, même s'ils ont des moyens financiers autres. On peut passer sa vie à courir après l'argent, mais quand on a perdu sa santé, on aura beau courir et courir encore avec plein d'argent, ça ne change rien. Donc même pour les politiciens et leurs enfants, ce serait peut-être intéressant qu'ils commencent à réfléchir à manger mieux, pour leur bonne santé et pour leurs enfants aussi. Ben, je sais pas, quoi, ça me paraît quand même logique, quoi. Et ils vont dans un restaurant gastronomique ou hyper cher, c'est pas du bio. Hein. C'est pas du bio, hein. C'est que de l'industriel avec des exhausteurs de goût de merde, etc. Donc ouais, je sais pas. Ils sont hors sol, comme on disait. Hors sol, quoi, c'est hydroponie, quoi. Ils tombent dans l'eau, quoi. Plein de produits chimiques. C'est le délire, quoi. Mais nous, ce qui est bien quand même, c'est que pendant le Covid, avec mes potes, on était au potager, on mangeait comme des rois. Il faisait beau. Il faisait beau, on mangeait comme des rois. Le ciel était tout bleu. J'avais même quand je voulais pas sortir, moi j'avais mes amis paysans qui m'amenaient des trucs où moi j'allais parfois leur amener, mais ils m'ont ramené des courses, des machins, et on mangeait comme des seigneurs, des bons produits bio, de haute qualité, et on doit en manger moins. En fait, quand tu as un produit de qualité, il faut en manger moins, et il nous rassasie beaucoup mieux. Et comme disait Hippocrate, c'est la nutritothérapie, on se soigne de par l'alimentation. Il n'y a pas besoin après de courir après un nouveau médicament, c'est important. Mais je pense qu'aussi on est une ère de l'information, de la désinformation, d'accord. Mais grâce à des gens comme toi, grâce à l'information aussi que nous avons, on la partage. Et ça c'est quand même c'est un chouette côté de cette époque quand même aussi, on ne va pas tout jeter. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé avec le Covid qui a quand même réveillé un peu les consciences. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir, néanmoins, hein, il en faut. Pas de l'espoir en attente, mais l'espoir que les gens bougent. Ouais, il faut, comme je dis, revenir à l'autonomie. On parle de Hippocrate, une femme médecin qui me disait dernièrement, un vieux médecin qui est décédé, et donc ils se sont rendus compte qu'il avait 8000 patients. Et un médecin de village, hein, donc il avait 8000 patients. T'imagines, est-ce qu'on ne peut pas partager la patientèle avec
avec plus de médecins. Il en manque, on a tout fait. Oui, mais le pour patient, éliminer, il avait du boulot. Et donc, ce système est complètement absurde, quoi. Alors, les pénuries de médicaments, n'en parlons pas, ça va faire mal aussi. Quand les gens n'auront plus leur dose D'antidépresseurs et autres, ça va faire mal. Hein. Donc, recréons de l'autonomie, dans les soins aussi. Mais pour ça, il faut être à plusieurs, avec des compétences. C'est clair que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, mais... et c'est pour ça que, voilà, je ne veux pas rentrer dans des longues histoires, mais finalement, les paysans sont en train d'être éliminés. Hein. Les sorcières, comme on les appelait, c'était qui les sorcières? Les méchants, les soi-disant méchants sorcières qu'on a brûlés, c'était des guérisseuses, des sages-femmes qui donnaient la vie, qui permettaient de donner la vie, qui soignaient, et tout ça, on les a éliminés parce que c'était dangereux pour un système qui doit rapporter. Et donc c'est pour ça qu'il faut sortir de ce système de profit à court terme et malsain, sans dire que l'économie, comme je disais, elle peut être saine, mais elle a dévié. Et donc on a éliminé les sorcières, on est en train d'éliminer les paysans, on est en train d'éliminer notre autonomie. Pour le sacro-saint fric, hein, c'est uniquement ça. Hein. C'est la fin, les amis, c'est la fin, si on ne fait rien. C'est la fin, F-I-N. Et c'est vrai, je sens que l'être humain est en train de s'autodétruire. En fin de compte, la planète s'en portera mieux, mais quand même, c'est quand même beau la vie, la nature. Hein. Regarde ça. Quelle intelligence artificielle pourrait faire ça, hein? Un truc comme ça. Même une imprimante 3D, c'est ça. Elle fera jamais un truc comme ça. Hein. Faites pareil, et même, ça sera pas pareil. Parce qu'il y a l'acte de création derrière. Est-ce qu'on va voir les chicons? On va voir les chicons. Dans le chicon, tout est bon.